Alors, retour sur la deuxième partie de ce débat qui est consacré à la société civile et aux syndicats ici au Gabon. On est toujours avec M. Arnaud Calixte Ngandi Alandi qui représente le candidat Ali Bongo Ondimba. Nous sommes avec M. Marcel Libama qui représente le candidat Jean Ping et avec Fortune Guéma qui représente le candidat Raymond Dongsima. Alors, M. Libama, tout à l'heure, on était en train de parler de cette frontière qui est presque inexistante entre le monde politique et celui des syndicats. Est-ce que ce n'est pas parce que les politiques, peut-être, il y a un fossé qu'ils n'ont pas pu combler Moi, je dis... vous êtes englué là-dedans. Non, on n'est pas englué. C'est parce que les gens font exprès. Parce que le champ de l'opposition dans un pays n'est pas seulement composé d'une opposition politique. Il est aussi une opposition civile. Et l'indépendance, entendue comme absence de relation avec le politique, pose problème. Parce que pour l'aboutissement des revendications, vous avez besoin d'avoir des alliés dans la sphère politique. Et nous pensons au Gabon, sur le plan syndical, que le déblocage de la situation politique est une condition sine qua non pour l'aboutissement des revendications. Parce que nos cahiers de charges, depuis que je suis entré au syndicat, ce sont toujours les mêmes revendications. Pas de poste budgétaire, pas de salle de classe, pas d'électricité. Donc vous avez essayé de battre le pavé de manière syndicale, mais ça ne marche pas. Mais monsieur, durant le mandat d'Ali, on a passé tout le temps à faire les grèves. On a passé du temps à faire les grèves. Et dans ce pays-là, on a tout changé. Pour des raisons politiques ou bien parce que pour des raisons syndicales. Vous aviez des problèmes? Non, pour des raisons syndicales. À cause des promesses non tenues du président de la République. Si je vous donne la liste des promesses, des engagements, des maquettes du président, ce plateau-là est trop petit pour contenir tout cela. Donc, dans ce pays, nous avons changé des ministres. Nous avons changé des premiers ministres. La seule chose que nous n'avons pas changé, c'est le président de la République. Et nous pensons, vous savez qu'il y a des syndicalistes qui sont en prison. Nous pensons qu'il faudrait que maintenant, après 50 ans, nous tournons la page au Mar Bongo. Nous passons à autre chose. Et chaque fois que le pays est confronté à des crises graves, le syndicat se met du côté du peuple. Et vous avez vu en Égypte, vous avez vu en Tunisie. Vous avez vu en Tunisie. Le problème, ce n'est même plus au niveau syndical, oui. C'est un problème politique que nous avons. C'est un problème politique que nous avons. Et vous avez vu en Tunisie, je termine par là, quand il s'agissait du printemps arabe. Le syndicat a pris parti dans le champ politique. L'Union générale des travailleurs tunisiens a joué un rôle majeur sur le plan politique en cette période-là. Vous le savez. Les syndicalistes ont joué un rôle important en Guinée lors de la transition. Vous le savez. Un peu partout, quand le pays est en crise, nous ne pouvons pas rester. Parce que ce qui se passe au Gabon, aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous avons un candidat Ali Bongo. Si je compare un match de football, l'arbitre est de son côté. Les deux arbitres de touche sont de son côté. Même le commissaire de match est avec Ali. La CAF et la FIFA avec Ali. Mais comment on peut aller dans un tel jeu démocratique? Dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait alors? Parce que quand vous dites que tout le monde... La société civile ne peut pas rester... Vous appelez donc à la... On ne peut pas rester spectateur face à cette situation, parce que le président Ali Bongo a avec lui non seulement l'administration, la police, la gendarmerie, tous les corps de sécurité, il a avec lui, je termine, ceux qui sont en charge de la gouvernance électorale. Donc vous voulez dire que vous n'avez aucune chance de remporter le scrutin du 27 août? Non, le peuple doit se mettre du côté de l'opposition, qui est en phase avec les aspirations du peuple. Et cette opposition aujourd'hui est incarnée par Jean Ping. Que répondez-vous donc à tout ce qui vient d'être dit? Vous voyez le mélange de genres dont nous nous plaignons. À quel moment le président de la République est devenu l'interlocuteur des syndicats? Vous avez des syndicats autonomes, des syndicats d'entreprise qui représentent une entreprise. Leur interlocuteur, c'est la direction générale. Vous avez des syndicats sectoriels. Leur interlocuteur, c'est le syndicat sectoriel du patronat du même secteur. Les syndicats, les centrales syndicales ont pour interlocuteur le gouvernement de la République. Vous savez ce qui s'est passé dans ce pays? C'est qu'on a facilité la vie aux gens, où chaque fois qu'il y avait une crise, les ministres, les syndicats s'entendaient pour dire « vous commencez la grève le matin, à 19 h, vous êtes chez le président de la République ». Le lendemain matin, les solutions sont apparemment trouvées. 6 mois plus tard, les gens reviennent. On en a fait un fonds de commerce. On a fait de ces revendications un fonds de commerce, tant pour les membres du gouvernement, et j'assume ce que je dis à ce moment-là, que pour les acteurs syndicaux du moment, chacun voulait résoudre les problèmes à la présidence de la République. Ce qu'on reproche à Ali Bongo Ondimba, c'est d'avoir fermé ces portes-là et de dire « vous avez des problèmes, vous les réglez avec vos interlocuteurs privilégiés ». Vos interlocuteurs reconnus par les textes de ce pays qui disent l'interlocuteur du syndicat d'entreprise, c'est la direction. Mais je continue.
D'accord, d'accord. Vous ne venez pas le jour. Mais la nuit, vous nous apportez des mallettes. Vous nous faites des propositions de postes. Monsieur Nganji, je vous pas les yeux dans les yeux. Monsieur Nganji, monsieur Nganji, je vous pas les yeux dans les yeux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous savez le rôle que vous jouez auprès du président de la République. Vous savez le rôle que vous jouez auprès de la République. C'est de transporter les mallettes d'argent pour venir corrompre. Est-ce que vous avez la preuve? Des preuves. Vous avez la preuve? Mettez-moi les preuves sur la table. Parce que je dis, j'ai dit, nous sommes là sur des accusations. Vous êtes obligé de parler. Parce que c'est beaucoup trop facile. Ce qui se passe dans ce pays, ce qui se passe dans ce pays, s'il vous plaît, monsieur, vous levez. Je suis en train de parler, monsieur Libama. Vous vous levez dans ce pays. Vous vous levez dans ce pays. Vous vous croyez dans un bar. Vous vous levez, vous proférez des insanités et personne. S'il vous plaît, je voulais pas qu'il y ait un débat personnel. Parce qu'il a un fort. Nganji ne parlait pas hier comme ça. Oui, mais ok. Parce qu'aujourd'hui, Monsieur Libama, monsieur Nganji, s'il vous plaît, motion d'ordre, je ne voudrais pas que ça devienne personnel. Je ne vais même pas ce discours. S'il vous plaît, une personne à la fois. Je ne veux même pas entrer dans les attaques personnelles. Il ne parlait pas comme Monsieur Libama aura le temps de répondre de ce qu'il vient de dire. Je n'ai pas de problème avec ça. Tout ce que je dis, c'est qu'à la fin de la journée, le problème qu'on a est tant dans les candidats que M. Libama représente que dans ce que lui, il représente lui-même. Qu'on a l'insulte facile, on a le débat des goûts facile, on se lève, on dit des choses que l'on n'a pas vérifiées, pour lesquelles on n'a pas d'évidence, juste parce que ça fait le scoop le lendemain matin. Je vais vous donner quelques exemples. Quelle logique il y a à ce qu'un syndicat ou une société civile qui défend l'environnement se retrouve à soutenir quelqu'un qui a bousillé des pans entiers de l'environnement de ce pays, qui s'est retrouvé mêlé à des affaires où l'environnement était le premier scandale de Belinga, par exemple. Quelle logique il y a à ce que des syndicats qui se disent de la société civile et combattent la transparence électorale ou la bonne gouvernance se retrouvent eux-mêmes à violer les règles de leur propre syndicat? Tout ce que je dis, monsieur Libama, c'est que, et j'insiste là-dessus, j'insiste dessus, par respect pour votre âge, je ne vais pas aller dans vos débats, mais il serait bon que nous nous respections. À la fin de la journée, vous avez votre carrière. Elle suit le cours qu'elle suit à cause de vos compétences ou du manque de compétences, je ne sais pas. J'ai ma carrière, je vous dis bien, je suis boursier de Shell à 17 ans. Je suis ingénieur à l'âge de 22 ans. À l'âge de 27 ans, j'étais manager chez Shell Gabon. Si vous avez besoin de plus, vous avez besoin de plus d'éléments de compétences, je vous invite à faire un test. Parce qu'il ne suffit pas, s'il vous plaît, il ne suffit pas de s'asseoir, regrouper quelques collègues au primaire et venir insulter les gens sur le plateau. Mais je ne voulais pas que ça devienne un débat personnel. Puisque vous êtes là pour représenter des candidats. Il faut lui dire que s'il prend des mallettes, il sait où d'où les mallettes viennent et pourquoi ils sont mécontents d'Ali Bongo Ndimba. C'est parce que le temps des mallettes est fini depuis 2009. Bon, alors, s'il vous plaît, on va pas entrer dans puisqu'on n'a pas de preuve de tout ce qui est dit. Non, monsieur Libama, non, attendez, laissez la fin des mallettes. Monsieur Fortune Nguema, justement, moi, ça m'intéresse quand on parle d'argent. Mais je veux justement que vous me disiez si ce n'est pas là le nœud gordien. Est-ce que ce n'est pas parce que justement il y a au niveau de la société civile, des syndicats, il n'y a pas de véritable autonomie financière de ces groupes-là, que peut-être il y a une fragilité? Parce qu'on parle beaucoup d'argent là. Bon, d'abord, quand j'entends M. Nganji et M. Libama s'étriper, je me dis ils se connaissent bien. Ça doit être des pratiques qu'ils connaissent bien tous les deux, et donc ça ne me concerne pas. Ce que je veux dire à ce sujet, c'est que notre pays souffre beaucoup, et je crois que le mot a été utilisé à plusieurs reprises, de cette confusion des genres. Notre pays souffre en réalité d'un clientélisme politique. Parce que si vous prenez ce qui s'est passé après le parti unique, en 1990, on a dit qu'il fallait accepter le pluralisme des opinions politiques. Mais ce pluralisme-là, il s'est fait entre des acteurs politiques. On a créé deux camps, l'opposition et la majorité. Et entre les deux, il n'y avait rien. Vous prenez la Constitution, qu'elle soit, qui a fait l'objet de multiples révisions, mais l'esprit, globalement, de ce point de vue-là, ce bipartisme, j'ai envie de dire, ou bicamp, reste le même, c'est qu'il y a ceux qui sont dans la majorité, qui gouvernent depuis 25 ans,
26 ans maintenant, et ceux qui sont dans l'opposition, qui restent dans l'opposition sans alternance, sans rien du tout. À quel niveau le clientélisme intervient? Mais à partir du moment où un camp dirige et que l'autre s'oppose, il se crée, en réalité, il se crée une situation qui est très dangereuse. C'est que les gens, je vais être un peu trivial, pour se nourrir, sont obligés d'avoir un pied à gauche, un pied à droite. Dans ce climat-là... En principe, la société civile devrait être plus ou moins mais le problème, neutre au milieu, en train de, de défendre les intérêts collectifs. Il n'y a pas de réelle société civile dans notre pays. C'est ça que je suis en train de vous dire. Mais il y a les hommes, avec leur tard, qui sont responsables, mais il y a aussi le système politique que nous avons créé. Et ce système politique fait que on est soit d'un camp, quand on dit, si vous allez quelque part, vous dites, cette affiche-là, vous faites une observation qui est en réalité objective, on vous taxe d'opposant. Si vous dites un peu de bien d'une mesure gouvernementale, en réalité, vous êtes de l'autre côté. Et entre les deux, il n'y a rien. On est en période électorale. Quand vous prenez l'ensemble des dispositions du code électoral, vous vous rendez compte qu'il n'existe nulle part de société civile mentionnée. Vous prenez, il y a eu récemment, en 2013, tout le monde a réclamé la biométrie, on a fait une biométrie imparfaite, mais lors de ce qu'on a constitué une commission, il y avait 3 partis, il y avait le gouvernement, qui appartient à une majorité, il y avait la majorité et il y avait l'opposition. De société. Oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris très bien l'historique. Et moi, je vous ai posé la question de savoir quel peut être le rôle. Est-ce que l'argent intervient beaucoup? Est-ce qu'il y a une fragilité? Naturellement. Oui. Dès lors que les adhérents, comme dans les partis politiques, vous connaissez beaucoup de Gabonais, même pour le parti qui est au pouvoir, vous connaissez beaucoup de Gabonais qui ont une carte de membre d'un parti politique et qui cotisent régulièrement. À partir de ce moment-là, ça crée toutes sortes de relations occultes, selon vous, M. Libama, sans entraîner un attaque personnelle. C'est un peu partout. Vous savez qu'il y a syndicats et syndicats. Il y a des syndicats que nous appelons des syndicats mallettes, ou des syndicats cabines téléphoniques, ou des syndicats courroies de transmission. Vous savez qu'à côté de ce qu'on peut appeler des vrais syndicats, il y a des syndicats jaunes, qui sont créés par les gens du pouvoir. Ce sont des syndicats qui sont souvent chargés de casser les mouvements de grève, et ils en savent quelque chose. C'est pourquoi vous voyez parfois les syndicalistes, après passer un temps au syndicat, ils se retrouvent soit à la présidence, soit au gouvernement, soit dans une institution. C'est qu'ils commençaient déjà à coopérer, quand ils étaient au syndicat, avec le gouvernement. Est-ce que la vocation, par exemple, M. Libama, est-ce que la vocation d'un syndicaliste, c'est de rester à sa position toute sa vie? Non, il faut... Laissez-moi, je termine pour comprendre le phénomène. Parce que lorsque vous faites grève, par exemple au niveau des syndicats, le gouvernement, d'abord, la première approche, d'abord, c'est chercher à vous faire proposer un poste ou vous donner une enveloppe. Ils ne peuvent pas aller aux négociations s'ils n'ont pas tenté de vous soudoyer. C'est ça la technique. Et il y a beaucoup mordent à cela. Parce que quand vous voyez, je prends le cas d'un gars, peut m'en témoigner, quand vous voyez le train de vie, le train de vie de beaucoup de syndicalistes, ils sont tous là propriétaires d'entreprises. Ils ont des maisons, des voitures. C'est votre entreprise. Donc, c'est le moyen de vie. Et des vrais syndicats aussi. Il faut le souligner. Et si vous voyez la sous-région d'Afrique centrale, je crois qu'au Gabon, nous avons des syndicats. On est même plus fort parfois que les syndicats au Cameroun. Quand on voit le NEP, ce que fait le NEP, quand on voit la dynamique unitaire, nous on arrive souvent à construire un rapport de force. Nous arrivons à paralyser tout le système éducatif gabonais. Il y a des pays qui sont là comme le Cameroun, n'arrent pas à le faire, les syndicats n'arrivent pas à le faire. Alors, rapidement, parce qu'il faut qu'on puisse passer à l'instant. Vous voyez la légèreté de ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, M. Libama se permet même, et je trouve ça à la limite insultant lorsque je vois l'argumentaire qui est développé en face, de citer l'ONEP comme un syndicat qui était puissant. Mais vous avez connu l'ONEP par qui? L'ONEP dont vous parlez aujourd'hui a rayonné sous le règne du bureau dont Ngandji était le porte-parole. Je reconnais. Excusez-moi. Donc je dis bien, de 2007 à 2013, j'étais membre du bureau national de l'ONEP dont M. Libama est fier.
C'est pour vous montrer que lorsqu'on a un minimum de valeur, lorsqu'on a un minimum de professionnalisme, on peut être syndicaliste, appartenir à un bord politique et ne pas se départir de défendre les intérêts de ses adhérents en évitant les mélanges de genres. Ce que je dis, c'est que M. Libama dit que lorsque vous parlez et que vous commencez à bousculer, on vient essayer de vous corrompre. Et que je serai, moi, l'acteur de ça. Je vous ai déjà vu un jour, vous m'avez déjà vu en dehors des couloirs comme les plateaux télé. Soit vous êtes le plus nul de tous les syndicalistes, soit on ne corrompt pas. Parce qu'on aurait commencé par vous. Et je ne vous ai jamais vu en dehors d'une salle de réunion. Donc évitez, on va apaiser l'atmosphère. Je vais demander à Gaël, s'il vous plaît, monsieur, on va revenir dans une minute. Hein. On prend l'instant web, on va rejoindre Gaël. Elle va nous donner la position sur le web, parce que nous sommes évidemment très présents sur Facebook, Twitter et WhatsApp. Et nous sommes allés demander donc aux internautes de réagir par rapport à ce débat-là. Gaël, est-ce que vous êtes en ligne là? Thierry, les internautes sont très nombreux à réagir à l'émission du jour. Au cœur des débats, la société civile au Gabon joue-t-elle le rôle qui devrait être le sien dans la vie publique gabonaise? C'est la question que nous leur avons posée sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp et Twitter. Les avis sont partagés et les chiffres de notre sondage le montrent assez bien. Pour 42% des personnes interrogées, la société civile joue son rôle dans la vie publique gabonaise. Pour les 58% restants, ce n'est pas le cas. Et ce, pour plusieurs raisons. Les internautes estiment que la société civile gabonaise se positionne plus aujourd'hui comme un opposant au régime, ce qui n'est pas son rôle à la base. D'autres estiment qu'elle n'est pas assez écoutée et ne possède pas l'influence nécessaire au niveau national. Alors Gaël, est-ce que vous avez quelques commentaires justement pour expliquer ces tendances-là? Thierry, les internautes ont été très nombreux à réagir aujourd'hui. Nous avons relevé 4 commentaires, notamment Landry qui nous dit si le rôle de la société civile doit se limiter à la politique, alors oui, elle est présente, mais il convient tout de même qu'elle s'implique plus au niveau socio-économique. Ornella Okwe, quant à elle, estime que la société civile manque de capitaux économiques et moyens d'action substantiels pour exercer efficacement. Pour Glenn Alogo, la société civile gabonaise se positionne beaucoup plus comme un parti de l'opposition au Gabon, quand bien même les causes défendues sont nobles. C'est un avis partagé par certains internautes qui a un tweet name assez particulier. Il s'appelle Mon Frère sur Twitter. Il nous dit le véritable problème de la société civile au Gabon est qu'elle est pervertie par l'opposition. Les deux se confondent de plus en plus. C'est donc la fin de notre petit instant web, un spécial présidentiel Gabon. Vous pouvez continuer à réagir tout au long de l'émission via nos canaux habituels, Facebook, Twitter, WhatsApp ou email. Je vous rends l'antenne, Thierry. Merci beaucoup Gaël. Monsieur Libama, vous avez suivi ce que Gaël vient de dire. Alors, de manière globale, quand même, c'est vrai que ce n'est pas représentatif de tout ce que les gens peuvent penser, mais on a tendance à penser qu'il y a un amalgame et que vous êtes plus un parti de l'opposition, clairement. Pourquoi dans ce cas-là ne pas prendre une casquette officielle? Bon, vous aujourd'hui, au moins, vous êtes là comme représentant de M. Ping. On n'a pas besoin. C'est une tendance mondiale. Vous savez qu'aujourd'hui se développent un peu partout des mouvements sociaux. Vous avez vu ce qui se passe au Liban, ce qui s'est passé dernièrement en Italie. Les gens ne se retrouvent plutôt bien dans les partis, même dans les syndicats. On crée des mouvements sociaux qui se battent ici et là. Et je dis qu'il y a une vitalité au niveau du Gabon. Sur le plan international, quand même, on a eu quand même un certain nombre de récompenses. Le prix Goldman 2009, c'est un compatriote gabonais, Marc Onaïsangui. Nous avons eu le prix de l'intégrité, le défunt Grégory Ngouamitsa. C'est pour vous dire que les actions que nous menons dans ce pays-là ont un retentissement sur le plan international. Oui, mais en tant que société civile, mais pas en tant qu'acteur politique. Excusez, la politique, oui. Je reviens sur ça, on ne peut pas s'en passer de la politique. D'accord. Dans les pays comme les nôtres, on ne peut pas ne pas s'intéresser à la politique, surtout dans un pays sinistré comme le Gabon. D'accord. Alors, on l'a bien par exemple, je prends un cas. Oui, il y a un pays, oui. Vous savez que les deux camps, l'opposition comme la majorité, c'est très tendu en ce moment-là. Nous ne pouvons pas rester là, à regarder notre pays, aller à volo. Vous pouvez apaiser. On intervient. Ça se fait partout. Au Congo, en Tunisie, dans tous les pays, quand le pays est en danger, les syndicats vous faites un choix. Interviennent. Parce que notre indépendance est une indépendance. Qui mesure ce danger?
La mesure du danger, là, on parle de pays en danger. Les Gabonais qui sont dans les quartiers, qui ne mangent pas. Mais vous pensez que ces Gabonais, vous pensez que ces Gabonais qui sont, mais vous pensez Gabonais sont en danger. Vous pensez que tous mes amis, parents et connaissances, que mes parents sont tous directeurs généraux de société, vous n'avez pas le mérite de parler au nom des Gabonais. Aucun de ces Gabonais ne vous a donné mandat. Je ne vous ai jamais vu venir me demander mon opinion pour savoir si les inepties que vous sortez à la télé m'intéressent. Je dis bien, dans les quartiers, j'ai des grands-parents. J'ai grandi moi-même à Akébé. Je dis bien, je suis né dans un village. Ce dont vous parlez, excusez-moi, ce dont vous parlez, vous êtes vous-même. Alors, monsieur, directeur général, monsieur, vous êtes vous-même directeur alors général. je vais permettre à... S'il vous plaît, monsieur, il faut oui, qu'on parce arrête. qu'il nous reste une minute pour le journal de campagne. Hein. Monsieur Libama parle au nom des Gabonais. À quel moment les Gabonais vous ont donné mandat? Je vais vous départager, il n'y a pas de problème. Hein. Ils vous ont donné mandat. S'il vous plaît, on passe le journal de campagne. Je suis un leader le journal de campagne tout de suite. S'il vous plaît, le journal de campagne. Le journal de campagne. Vous allez revenir là-dessus tout à l'heure. Le journal de campagne d'abord, s'il vous plaît. Bienvenue dans ce journal de campagne. Le candidat Ali Bongo Ondimba était en meeting à Ovendo, au sud de Libreville, la capitale. Là-bas, le candidat du Parti démocratique gabonais a promis de lutter contre la cherté de la vie s'il était reconduit à la tête du Gabon. Douglas Touto. Située au sud de Libreville, la commune d'Ovendo a reçu le candidat du Parti démocratique gabonais Ali Bongo Ondimba. La commune d'Ovendo est une zone industrielle très importante, une ville dynamique en plein essor et le candidat à sa propre succession a dit vouloir lutter contre la cherté de la vie à partir d'Ovendo et de ses deux ports. Et Ovendo est un endroit important pour notre pays. Tout le trafic économique de notre pays passe par. Il passe par. Voilà pourquoi je veux encore qu'Ovendo se développe plus. Et voilà pourquoi nous avons fait l'inauguration du deuxième port minéralier d'Ovendo. Et que si Dieu le veut, dans quelques mois, ce sera le troisième quai que nous allons inaugurer à Ovendo. Ovendo va être un des plus grands ports de la sous-région. Et nous allons accroître le trafic, accroître le commerce. Et grâce à ces nouvelles installations, nous ferons baisser le coût des prix. Le coût des prix baissera grâce à cela. Outre le secteur économique, le candidat du PDG a également exprimé sa fierté en ce qui concerne les efforts consentis à Ovendo en matière de santé publique. En effet, Ovendo abrite depuis 2016 un CHU spécialisé dans les pathologies liées à la tête et au cou. Alors, mes chers compatriotes, Ovendo attire les investisseurs, Ovendo attire les sociétés, mais je suis particulièrement fier d'avoir inauguré un des plus beaux hôpitaux du Gabon ici à Ovendo. Mes chers compatriotes, l'avenir est devant nous. L'avenir en confiance avec l'égalité des chances. La croissance des volumes de marchandises traitées au port d'Ovendo est liée à la politique de grands travaux engagés en 2009. Quelques 600 000 tonnes de ciment ont été importées en 2015 au Gabon contre 150 000 tonnes en 2009. La campagne présidentielle s'achève le 26 août à minuit, mais pour l'heure, les candidats poursuivent leur opération de charme dans le pays. S'il est élu président de la République, le candidat Jean Ping promet d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Il souhaite également revenir sur la Constitution de 1991. Gaël Onana. Dans son projet de société, le candidat Jean Ping compte mettre le pays à l'abri de la peur et du besoin à travers 10 propositions qu'il a rappelées lors de ses différents meetings tout au long de cette campagne. Des réformes du système éducatif et sanitaire à l'accélération de la croissance, tout y passe. Le retour à la Constitution de 1991 fait également partie de ses principales promesses de campagne. Nous sommes au XXIe siècle. Nous ne pouvons pas entrer dans l'histoire à reculons. Et nous allons le faire en réformant toutes les institutions. L'équipe Jean Ping, composée de Casimiro Yemba, Gizouba Ndama et Léon-Paul Ngoulakia, ont décidé de faire de l'unité leur principale force dans cette campagne présidentielle. Tout au long de sa tournée, Jean Ping a tenu à rappeler que s'il est élu, il travaillera en étroite collaboration avec les différents membres de cette coalition afin de mettre en place toutes les promesses de campagne contenues dans leur projet de société commun. Nous allons gérer le pays ensemble, avec toute l'équipe qui est là. J'ai un programme écrit que vous pouvez consulter. Mais tous nos programmes
tous nos programmes avec les autres vont être compilés. C'est la dernière ligne droite pour les différents candidats. Le 27 août prochain, les 628 000 électeurs gabonais sont attendus aux urnes. Pour la coalition Jean Ping, de nombreux meetings sont encore prévus jusqu'à la veille du scrutin le 26 août. Ce jour-là, les 4 membres de l'opposition donneront leur meeting de clôture à Libreville. Pierre Claver Manganga Moussavou était en meeting à Libreville, la capitale. Notre envoyé spécial, Chérif Ousmane Bamdouka, revient sur ce meeting. Pierre Claver Manganga Moussavou voudrait faire de la provincialisation du Gabon son cheval de bataille, un découpage administratif qui accorderait aux provinces une autonomie vis-à-vis de l'État central. Pour le leader du Parti social-démocrate, la décentralisation est un facteur majeur du développement socio-économique du pays. Et ils auront pour moyen financier un budget de 20 milliards pour chaque province annuelle. Ils auront tout simplement à s'occuper des tâches d'investissement, de développement. Le bien-être des populations et la lutte contre le chômage des jeunes constituent également un axe majeur du projet de société du maire de Mouila. Il envisage augmenter les allocations familiales et accorder des crédits d'études et de formation professionnelle aux jeunes. Les allocations familiales vont passer à 25 000 francs par enfant. Lorsque cet enfant aura son bac, il aura 10 années de crédit d'études. Et ceux qui n'auront pas à faire des études supérieures, pour une raison ou une autre, auront 3 années de crédit de formation professionnelle. L'ancien ministre d'État Omar Bongo se présente pour une 4e fois à la présidentielle. Il entend œuvrer pour le développement des communes en leur attribuant 1/10 du budget de l'État s'il remporte le scrutin du 27 août 2016. Le candidat Raymond Dong Sima appelle les Gabonais à se rendre massivement aux urnes le 27 août 2016 afin d'assurer, dit-il, une alternance au sommet de l'État. Gaël Onana. Premier ministre Swali Bongo Ondimba entre 2012 et 2014, c'est sous la casquette d'indépendant que Raymond Dong Sima se présente à l'élection présidentielle au Gabon. Son projet de société est intitulé La voie d'une saine prospérité, mes valeurs, ma conception de la politique et mon ambition pour le Gabon. Tout au long de sa campagne, il a tenu à rappeler aux électeurs qu'ils sont les principales pièces du puzzle. Le changement, comme il le dit lui-même, passe d'abord et avant tout par le vote. Il appelle les Gabonais à se rendre massivement aux urnes ce 27 août 2016. Les gens qui sont vraiment décidés, c'est maintenant que ça va commencer. Et c'est maintenant que chaque personne qui sait qu'elle veut le changement doit se déterminer, se décider, se préparer à aller voter le 27. L'essentiel de son programme peut se résumer ainsi. 3000 km de routes à construire, 2000 classes et écoles, 25 000 logements sociaux, 35 000 emplois créés, 27 000 formations de jeunes et 100 000 hectares de terres agricoles. En matière de santé, il faut selon lui renforcer le financement et densifier la couverture sanitaire pour garantir les prises en charge des populations enclavées. J'ai posé la question au niveau de la santé. Quand quelqu'un tombe ici, malade, il doit aller à l'hôpital militaire. Mais arrivé à l'hôpital militaire, on vous pose une question. On dit allez à l'hôpital de Belén. Raymond Dong Sima se positionne comme le candidat de la rupture. Alors qu'il y a 2 ans, il évoluait aux côtés d'Ali Bongo Ondimba. Il dénonce aujourd'hui la situation économique et financière du pays. S'il est élu au lendemain du 27 août 2016, il s'engage à donner un sens aux attentes et aux espoirs de tous les Gabonais. Il est candidat pour la première fois à un scrutin présidentiel au Gabon. S'il est élu président de la République, Dieudonné Minlama Mintogo s'engage à œuvrer pour le bien-être social des Gabonais. Chérif Ousmane Bamdouka. C'est pour défendre la cause des jeunes que Dieudonné Minlama Mintogo se présente à la présidentielle du 27 août 2016. Dans ces différents meetings, il dénonce les problèmes auxquels font face les jeunes. Le plus récurrent, le chômage. Et comme solution, le candidat de la Convention nationale de l'intervention propose la mise en place d'un plan de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et la valorisation du secteur privé. Dès que je vais arriver au pouvoir, je vais lancer un grand programme appelé Gabon Entrepreneuriat. Vous comprenez? Gabon Entrepreneuriat. Je veux que les jeunes deviennent des chefs d'entreprise. Vous comprenez? Les enfants de la rue, les jeunes non scolarisés et ceux en difficulté sont également la cible
disciple de Dieudonné Minglama Mintogo. Il envisage la création des centres de réinsertion sociale et de formation professionnelle en faveur de cette catégorie de la population. Nous allons leur donner une deuxième chance. Au lieu de les envoyer en prison, nous allons mettre en place des centres de récupération, de formation et de réinsertion des jeunes en difficulté. Parce qu'ici sont Koumangers, parce qu'ici sont Bangando, parce que ici sont Dos, c'est parce que parfois l'État ne s'est pas occupé de leur situation. Parce que les parents sont pauvres, ils ne peuvent plus les contrôler. Dieudonné Minglama Mintogo s'engage à œuvrer pour le bien-être social des populations. Il promet assurer leur indépendance économique s'ils sont vainqueurs des urnes le 27 août prochain. Merci d'avoir suivi ce journal de campagne depuis Libreville au Gabon. À très bientôt sur Africa 24.